Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient avec fureur contre les rochers de la Costa Brava, comme si la mer elle-même voulait engloutir les secrets enfouis dans le sable. Emmeline, les poings serrés, fixait l'horizon où le soleil se noyait dans un bain de sang orangé, et d'un geste brusque, elle arracha le collier que Léa lui avait offert, le jetant dans l'abîme avec un cri étouffé qui déchira l'air salin. « C'est fini, Léa. Tes mensonges m'ont tué plus que n'importe quel coup. » Emmeline avait toujours été une ombre dans la lumière des puissants. Née dans les ruelles étroites de Marseille, elle avait fui la France à 20 ans pour se refaire une vie en Espagne, où les opportunités semblaient plus vastes pour une femme comme elle, forte, discrète, et prête à tout pour survivre. À Barcelone, elle avait intégré une agence de sécurité privée, et c'est là qu'elle avait été assignée à la protection de Mateo Vargas, l'héritier d'un empire immobilier qui s'étendait de Madrid à Séville. Mateo, un jeune homme de 25 ans aux allures de playboy, vivait dans un palais moderne sur les hauteurs de la ville, entouré de luxe et de dangers invisibles. Des rivaux commerciaux, des jalousies familiales, et même des menaces de cartels sud-américains planaient sur lui comme des vautours. Emmeline, avec son corps entraîné au Krav Maga et son regard perçant, était devenue sa garde du corps personnel. Jour et nuit, elle veillait sur lui, anticipant les risques, neutralisant les intrus avec une efficacité froide. Mais derrière cette façade de professionnel implacable, se cachait une femme brisée par un passé de violence domestique en France. Son père, un alcoolique notoire, l'avait battue pendant des années, la laissant avec des cicatrices invisibles qui la rendaient méfiante envers l'amour. « Je ne suis pas faite pour les sentiments », se répétait-elle souvent, en observant Mateo flirter avec des mannequins lors de soirées extravagantes. C'est lors d'une de ces fêtes, dans une villa surplombant la mer à Sitges, qu'elle avait rencontré Léa. Léa Moreau, une Française expatriée comme elle, travaillait comme assistante personnelle de Mateo. À 32 ans, Léa avait des cheveux noirs coupés courts, un sourire envoûtant qui illuminait ses yeux marrons, et une élégance naturelle qui rappelait les héroïnes des films de Truffaut. Elle gérait l'agenda de Mateo avec une précision chirurgicale, mais son vrai talent résidait dans sa capacité à lire les gens, à deviner leurs faiblesses et leurs désirs cachés. Dès leur première conversation, au bord de la piscine illuminée par des lumières tamisées, une étincelle s'était allumée. « Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules, Emmeline », avait dit Léa en lui tendant un verre de cava. Emmeline avait ri, un rire amer. « Et vous, vous semblez voir à travers les murs. » Ce soir-là, sous les étoiles catalanes, elles avaient parlé jusqu'à l'aube, de la France qu'elles avaient quittée, des rêves brisés, et des solitudes qui les unissaient. Léa avait confié son histoire, une rupture douloureuse avec une femme à Paris, qui l'avait poussée à traverser les Pyrénées pour recommencer. Les semaines suivantes, leur relation s'était approfondie en secret. Des regards volés dans les couloirs du palais, des messages codés sur des téléphones jetables, des rendez-vous clandestins dans les ruelles du Barry gothique. Emmeline, pour la première fois, se sentait vivante. Léa lui offrait une tendresse qu'elle n'avait jamais connue, des caresses qui effaçaient les bleus du passé. « Tu es ma force, Emmeline », murmurait Léa lors de leur nuit volée dans un petit appartement à Gracia. Mais le danger rôdait. Mateo, possessif et paranoïaque, interdisait toute relation personnelle à son entourage. « Vous êtes à moi », disait-il souvent, avec un sourire qui masquait une menace. Un soir, lors d'une réception à Madrid, la tension éclata. Mateo, ivre, avait surpris un regard complice entre Emmeline et Léa. Furieux, il l'avait confrontée dans une pièce isolée. « Tu crois que je ne vois pas ?» avait-il hurlé, avant de la frapper au visage. Emmeline, habituée à la violence, n'avait pas riposté. Elle avait encaissé, comme toujours, protégeant son emploi et sa vie précaire. Mais Léa, apprenant l'incident, avait pleuré dans ses bras. « Je ne le laisserai pas te détruire. » Les mois passèrent, et la relation entre Emmeline et Léa devint un refuge dans la tempête. Elles rêvaient d'une vie ensemble, loin de l'emprise de Mateo. Léa parlait de retourner en France, d'ouvrir une petite galerie d'art à Provence. Emmeline, quant à elle, imaginait une existence sans peur, où elle pourrait aimer librement. Mais les ombres s'allongeaient. Mateo, sentant qu'il perdait le contrôle, multiplia les humiliations, mission dangereuse pour Emmeline, horaires épuisants pour Léa. Une nuit, lors d'une escorte à Séville, Emmeline fut attaquée par des hommes masqués, une mise en scène orchestrée par Mateo pour la tester, ou la briser.
Blessée mais vivante, elle rentra au palais, où Léa l'attendait. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Léa, pansant ses plaies. Emmeline hocha la tête, les larmes aux yeux. Leur amour, dans ces moments de vulnérabilité, se fit plus profond, plus passionné. Elles s'embrassèrent sous la lune andalouse, leurs corps entrelacés comme pour défier le monde. Pourtant, un doute s'insinuait, Léa semblait trop proche de Matteo, trop au courant de ses plans. Emmeline chassa ses pensées, préférant croire en l'amour. Le soleil de midi brûlait les rues de Barcelone, transformant la ville en un fourneau où les secrets mijotaient comme un plat amer. Emmeline, le cœur battant, découvrit un message sur le téléphone de Léa, mission accomplie. Elle ne se doute de rien. Et dans un instant de trahison glaçante, elle comprit que l'amour qu'elle chérissait n'était qu'un piège tendu par Matteo pour la contrôler. La révélation frappa Emmeline comme un coup de poignard. Elle avait fouillé le téléphone de Léa par accident, cherchant simplement un numéro d'urgence après une alerte de sécurité. Mais les mots étaient là, noir sur blanc, envoyés à Matteo. Léa, sa Léa, travaillait pour lui depuis le début ? Était-ce une manipulation pour la garder loyale, ou pire, pour l'espionner ? Emmeline sentit le monde s'effondrer. Elle qui avait survécu à des années de coups en France, qui avait reconstruit sa vie en Espagne, se voyait à nouveau trahie par celle qu'elle aimait. Ce soir-là, elle confronta Léa dans leur appartement secret. « Explique-toi » cria-t-elle, jetant le téléphone sur la table. Léa blêmit, ses yeux marrons emplis de panique. « Ce n'est pas ce que tu crois, Emmeline. Laisse-moi t'expliquer. » Mais les explications sonnaient faux. Léa avoua qu'au début, Matteo l'avait engagée pour surveiller Emmeline, craignant qu'elle ne le quitte pour un meilleur emploi. « Mais je suis tombée amoureuse de toi pour de vrai » plaida-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Emmeline, dévastée, ne pouvait plus faire confiance. « Tu m'as vendue pour un salaire » répliqua-t-elle, la voix brisée. La dispute dégénéra en une nuit de cris et de pleurs. Emmeline revivait ses traumas passés, voyant en Léa l'écho de son père violent. Elle partit en claquant la porte, errant dans les rues nocturnes de Barcelone, où les lumières des Ramblas semblaient moqueuses. Comment avait-elle pu être si naïve ? Leur amour, si pur en apparence, était entaché de mensonges. Pourtant, au fond d'elle, une flamme persistait, les souvenirs des nuits partagées, des rires complices, des promesses murmurées. Les jours suivants furent un tourment. Matteo, sentant la faille, intensifia ses pressions. Il assigna à Emmeline des gardes épuisantes, la privant de sommeil, et la menaça de renvoi si elle faiblissait. « Tu es à moi, souviens-toi » susurra-t-il un soir, sa main sur son épaule comme une griffe. Emmeline, battue moralement, se replia sur elle-même. Elle évitait Léa, qui tentait désespérément de la reconquérir avec des messages et des fleurs laissées à sa porte. Mais l'amour, même trahi, a une résilience propre. Une semaine plus tard, lors d'un voyage à Grenade pour une réunion d'affaires, Léa força une confrontation. Dans les jardins de l'Alhambra, sous les arches mauresques baignées de soleil, elle attrapa le bras d'Emmeline. « Écoute-moi, je t'en prie. Oui, j'ai commencé pour lui, mais tout a changé quand je t'ai connue. Tu m'as sauvée de ma propre solitude. » Emmeline, les yeux rougis, hésita. « Et si c'est encore un mensonge ?» Léa sortit une lettre, écrite de sa main, des aveux complets, des regrets profonds, et une promesse de quitter Matteo ensemble. Touchée, Emmeline accepta une trêve. Elles passèrent la nuit à Grenade, redécouvrant leur intimité dans une chambre d'hôtel aux murs ornés de mosaïques. Leurs corps se retrouvèrent avec une passion renouvelée, mêlée de larmes et de pardon. « Je t'aime, Emmeline, plus que tout » murmura Léa en caressant son dos. Pour la première fois, Emmeline se sentit guérir, les cicatrices du passé s'estompant sous les baisers de Léa. Pourtant, le conflit n'était pas résolu. De retour à Barcelone, Matteo découvrit leur réconciliation. Furieux, il orchestra un piège, une fausse menace contre sa vie, impliquant Emmeline dans une fusillade simulée. Blessée légèrement à l'épaule lors de l'incident, Emmeline comprit que Matteo ne reculerait devant rien. Léa, horrifiée, décida d'agir. Elle contacta en secret un rival de Matteo, fournissant des preuves de ses malversations fiscales pour le faire tomber. La trahison de Léa envers Matteo marqua le début du haut trao.
Emmeline, apprenant le plan, fut terrifiée. « C'est trop dangereux », s'exclama-t-elle. Mais Léa était déterminée. « Pour nous, je ferai n'importe quoi. » Ensemble, elles ourdirent un plan pour s'échapper, voler des documents compromettants du palais et fuir vers la France. Les nuits devinrent des sessions de stratégie, entrecoupées de moments d'amour intense, où elles se promettaient un avenir libre. Mais Matteo, flairant le danger, les surprit. Une nuit, il fit irruption dans l'appartement de Gracia, armé d'un pistolet. « Vous pensiez pouvoir me trahir » hurla-t-il. Emmeline se plaça devant Léa, prête à se sacrifier. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. Léa, tremblante, tenta de raisonner Matteo, révélant ses sentiments pour Emmeline. L'amour n'est pas une possession ? Les sirènes hurlaient dans les rues de Barcelone, déchirant la nuit comme un cri de désespoir collectif. Emmeline, le corps endolori par les coups de Matteo, se releva lentement, fixant l'homme à terre, vaincu non par la violence, mais par ses propres démons. « C'est terminé », murmura-t-elle, tandis que Léa, les mains tremblantes, appelait la police. La confrontation avait été brutale, mais sans effusion de sang excessive. Matteo, dans sa rage, avait frappé Emmeline, ravivant ses vieux traumas. Mais elle avait riposté avec une force intérieure qu'elle ignorait posséder, le désarmement d'un geste précis appris lors de ses entraînements. Léa avait assisté à la scène, impuissante au début, puis intervenant en jetant un vase pour distraire Matteo. Ensemble, elle l'avait maîtrisé, l'attachant avec des cordes jusqu'à l'arrivée des autorités. Emmené par la police, Matteo hurlait des menaces, mais les preuves fournies par Léa des enregistrements de ses abus, des documents illégaux scellèrent son sort. L'Empire Vargas s'effondra comme un château de cartes, les médias espagnols titrant sur le scandale, l'héritier déchu, abus et corruption au sommet. Emmeline et Léa, témoins clés, furent protégés par les autorités, mais le prix était élevé. Emmeline, physiquement marquée, passa des jours à l'hôpital, où Léa veillait sur elle comme une gardienne fidèle. Dans la chambre blanche, sous les néons froids, leur amour se révéla dans toute sa profondeur. « Tu m'as sauvée, Léa », murmura Emmeline, sa main dans la sienne. Léa, les yeux emplis d'émotion, répondit « Non, c'est toi qui m'as donné le courage de me lever contre lui. » Nous nous sommes sauvés mutuellement. Ces moments intimes, loin du chaos, renforcèrent leur lien. Elles parlèrent de l'avenir, une vie en France, peut-être à Paris ou en Provence, où elle pourrait aimer sans peur. Mais les cicatrices psychologiques persistaient. Emmeline revivait les nuits de violence, ses rêves hantés par les coups de son père et de Matteo. Léa, rongée par la culpabilité de sa trahison initiale, passait des heures à la rassurer. « Je t'aime tel que tu es, avec tes blessures », disait-elle, embrassant chaque marque sur son corps. Leur relation, forgée dans le feu du conflit, devint un témoignage de résilience. Elles consultèrent une thérapeute à Barcelone, une femme spécialisée dans les traumas LGBT, qui les aida à reconstruire. Le procès de Matteo fut un tourbillon médiatique. Emmeline témoigna, la voix ferme malgré la peur. « J'ai été battue pendant des années, mais aujourd'hui, je me lève. » Ces mots, repris par la presse, inspirèrent d'autres victimes. Léa, à ses côtés, offrit un soutien silencieux, leur amour devenant un symbole de force féminine. Les communautés LGBT en Espagne et en France les acclamèrent, voyant en elles des héroïnes modernes. Après le verdict Matteo condamné à 15 ans de prison, elles décidèrent de quitter l'Espagne. Elles prirent un train pour Paris, traversant les Pyrénées sous un ciel clair. Dans le wagon, enlacées, elles regardèrent le paysage défiler. « C'est un nouveau chapitre », dit Léa, posant sa tête sur l'épaule d'Emmeline. Celle-ci sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis longtemps. « Oui, un chapitre où nous sommes libres. » À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier vibrant de vie queer. Léa reprit son rêve d'ouvrir une galerie d'art, exposant des œuvres de femmes artistes. Emmeline, guérie petit à petit, se reconvertit en formatrice en self-défense pour victimes de violences. Leur quotidien se teinta de romantisme, promenades le long de la Seine, dîners aux chandelles, nuits passionnées où elles se redécouvraient. Pourtant, des ombres persistaient. Une lettre anonyme arriva un jour, menaçant de représailles de la part d'anciens associés de Matteo. Emmeline, alarmée,
renforça leur sécurité, mais Léa la rassura, « Ensemble, nous affronterons tout. » Leur amour, testé par le feu, s'était mué en un lien indéfectible, empreint de tendresse et de respect. Un soir, lors d'une exposition dans leur galerie, Emmeline prit la parole devant un public admiratif. « J'ai été la garde du corps d'un héritier puissant, battu pendant des années. Mais avec l'amour de Léa, je me suis levée. » Les applaudissements fusèrent, et Léa, les larmes aux yeux, l'embrassa publiquement, scellant leur union aux yeux du monde. La pluie tombait drue sur les pavés de Paris, lavant les rues comme pour effacer les traces du passé. Emmeline et Léa, main dans la main, marchaient sous un parapluie partagé, leur rire résonnant comme une mélodie de victoire. « Regarde-nous, » dit Léa, « deux femmes libres, enfin. » Les mois suivants furent une renaissance. Leur galerie prospéra, attirant des artistes du monde entier. Emmeline, en enseignant la self-défense, aida des dizaines de femmes à retrouver leur force. Leur histoire, partagée dans un livre coécrit, devint un best-seller en France et en Espagne, inspirant un mouvement pour les droits des victimes LGBT. Nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par notre capacité à guérir, écrivirent-elles. Pourtant, le passé refit surface. Un ancien allié de Matteo contacta Léa, proposant un marché, du silence contre de l'argent. Terrifiée, elle en parla à Emmeline. « Nous ne nous cacherons plus », déclara celle-ci. Ensemble, elles alertèrent les autorités, menant à l'arrestation de l'homme. Ce dernier défi renforça leur couple, prouvant que l'amour vrai triomphe des épreuves. Leur relation, riche en émotions, alternait entre passion et sérénité. Des voyages en Provence, où elle cueillait des lavandes, aux soirées intimes à Paris, où elle dansait sur des airs de Piaf. Léa, avec sa sensibilité artistique, peignait Emmeline comme une muse, capturant sa beauté intérieure. Emmeline, en retour, protégeait Léa avec une tendresse infinie, effaçant les doutes du passé. Un jour, sur une plage de la Côte d'Azur, Emmeline posa un genou à terre. « Léa, veux-tu m'épouser » demanda-t-elle, une bague simple à la main. Léa, émue aux larmes, accepta. Leur mariage, célébré dans un château provençal, fut une fête d'amour, amis, famille, et survivants de violences réunis pour célébrer la résilience. Mais la vie, dans sa complexité humaine, réservait une touche de mélancolie. Emmeline apprit que son père, en France, était mourant. Elle hésita, mais Léa l'encouragea, « Le pardon est pour toi, pas pour lui. » Elles allèrent à Marseille, où Emmeline confronta son passé. « Je te pardonne », dit-elle à son lit de mort, libérant enfin son âme. De retour à Paris, leur vie s'épanouit. Elles adoptèrent un enfant, une petite fille d'Espagne, symbolisant un nouveau départ. « Nous lui apprendrons l'amour sans chaîne », murmura Léa en berçant l'enfant. Des années plus tard, assises sur un banc face à la tour Eiffel, Emmeline et Léa regardèrent le soleil se coucher. « Nous avons traversé l'enfer, mais nous en sommes sorties plus fortes, » dit Emmeline. Léa sourit, et plus amoureuse. Leur histoire, un mélange de drame et de romance, prouvait que l'amour entre deux femmes pouvait guérir les plaies les plus profondes, offrant une leçon d'humanité. Se lever après la chute, c'est l'essence de la vie. Ainsi se termine leur saga, non pas dans la tragédie, mais dans une fin ouverte à l'espoir, où l'amour triomphe des ombres du passé.